Merci beaucoup. Mais premièrement, merci de m'avoir aujourd'hui. Je suis vraiment emballé d'entendre parler de protocole acoïnique en français. Ça fait une quinzaine d'années que je... Oh, il y a du feedback dans mes écouteurs. Ah, c'est mieux. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine puis que je fais les protocoles acoïniques. C'est vraiment une passion pour moi. J'ai utilisé tous les protocoles qu'on nous a montrés aujourd'hui. J'ai déjà fait et publié, en fait, tous les types de protocoles qu'on a vus aujourd'hui. J'ai fait des études pour voir comment on peut développer des règles. C'est donc, par exemple, sur le nombre de points, sur est-ce qu'il faut attendre pour la stabilité. Il faut utiliser lorsqu'on applique les coniques. Puis récemment, j'ai travaillé beaucoup sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour faciliter l'analyse des protocoles aconiques. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais comme je suis emballé, parce que c'est une passion pour moi, puis il n'y a jamais personne qui veut parler de conique avec moi ici au Québec. Euh, puis, juste pour vous dire, j'espère que vous êtes bien en France, parce qu'ici au Québec, il annonce moins 29 Celsius demain. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on sourit, ça gèle sur nos dents. Donc, écoutez, vous avez probablement déjà entendu parler un peu d'intelligence artificielle, puis l'apprentissage automatique, ça fait partie de ça. Donc, tu sais, quand je dis aux gens que je fais de l'intelligence artificielle, ils pensent souvent à ça, tu sais, au Terminator, puis à Skynet dans le film Terminator qui veut envahir le monde. Donc, il y a toutes sortes d'intelligence artificielle qu'on peut travailler avec. Il y a les méchants. Donc, il y a Terminator, pour ceux qui sont plus âgés parmi vous, il y a HAL 9000 de l'Odyssée de l'espace. Il y a aussi des intelligences artificielles que j'appelle qui sont innocents ou qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Donc, ceux dans Star Wars, donc R2D2 et C3PO. Ensuite, il y a les IA qui sont des intelligences artificielles qui sont gentilles, comme un de mon film de Disney préféré avec mes enfants qui est Wall-E. Donc, on a Wall-E et Eva. Donc, nous, évidemment, aujourd'hui, on va essayer de développer, on va parler d'IA qui sont gentils, puis qui peuvent nous soutenir dans la prise de décision. Il y a aussi des exemples réels de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Donc, ici, au milieu, on a, je utilisais mon pointeur, on a Watson. Watson a joué à un jeu populaire en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous le recevez en Europe, mais ça s'appelle Jeopardy. C'est un jeu questionnaire où est-ce qu'on te donne une réponse, puis tu dois répondre par une question. Puis il a battu les meilleurs joueurs au monde. Ce qu'ils disent pas, c'est que ça nécessitait un très grand nombre de serveurs, puis un système de ventilation pour les refroidir. Puis il était tellement bruyant qu'ils ont dû le garder en arrière du décor. Donc, il ne peut même pas être là. Donc, tu sais, des fois, on dit qu'ils deviennent très, très intelligents, mais il faut faire attention, là, c'est excessivement complexe. Quand j'étais jeune, il y avait Deep Blue. Donc, Deep Blue, qui était par IBM, qui a battu le meilleur joueur au monde aux échecs. Puis, dans les 5 dernières années, un petit peu plus que 5 ans maintenant, il y a eu AlphaGo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Go, on joue avec des pierres. Il y a des pierres blanches, il y a des pierres noires. Puis, le but, c'est d'entourer les pierres de l'adversaire avec ceux de notre couleur. Puis, ce qui est impressionnant avec l'intelligence artificielle où on va aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est plus complexe que les échecs. Donc, le nombre de possibilités d'AlphaGo, donc le nombre je m'excuse pour mon anglais, le board d'AlphaGo qui sont possibles, les configurations. Voici le nombre de configurations possibles. Donc, c'est 2.1 avec 169 zéros après. Donc, c'est le nombre de possibilités. Voici le nombre d'atomes dans l'univers. Environ, ou estimé environ 1 fois 10 à 80. Donc, il y a plus de possibilités de jeu d'AlphaGo qu'il y a d'atomes dans l'univers. Pourtant, l'intelligence artificielle arrive à faire ça. Je suis sûr que vous avez entendu parler récemment aussi de ChatGPT, qui est très populaire dans les universités notamment. C'est un enjeu parce qu'il pourrait écrire des travaux pour les étudiants, puis les étudiants pourraient tricher avec lui. On entend beaucoup parler dans les médias en ce moment, donc il y en a beaucoup. Il y en a aussi un autre que j'aime bien, que je présente, puis après ça, on va rentrer plus dans l'apprentissage automatique, qui est DALL-E. DALL-E, qui est tu tapes une phrase dans un programme, puis tu fais une photo. Donc, moi, mon héros,
mon idole scientifique, c'est B.F. Skinner, donc le grand psychologue américain, le behavioriste. Puis, je me suis amusé à taper pour voir qu'est-ce que l'IA pouvait faire de nos jours. Donc, j'ai tapé, par exemple, Skinner, B.F. Skinner, joue au ballon panier. Fait que voici ce que j'ai obtenu. Fait que c'est là où on est rendu. Après ça, je me suis dit, OK, B.F. Skinner vole sur une licorne magique. Voici ce que j'ai retenu. Ensuite, vous savez probablement, mais Skinner n'était pas vraiment un ami de Freud. En fait, c'est plus conflictuel. Donc, j'ai fait Skinner lutte avec Freud. Donc, j'ai obtenu ça. J'ai essayé une autre. Là, j'ai essayé celle-là. Fait que voici Freud qui pas Skinner. Puis finalement, un dernier pour vous aujourd'hui, j'ai dit, je voulais vraiment tester l'intelligence artificielle le plus que je voulais pour vous montrer un peu ce que je peux faire. J'ai dit, un éducateur qui danse sur la Lune avec une citrouille. Voici ce que j'ai obtenu. Donc, c'est pas sur la Lune, tout à fait, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça a évolué, à quel point ça évolue rapidement. Puis comment on peut, évidemment, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur comment on peut l'utiliser avec les protocoles académiques. Puis, j'ai commencé avec l'intelligence artificielle parce que l'apprentissage automatique, c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Mais c'est l'étude de comment montrer à une machine ou à un ordinateur à faire des choses pour lesquelles les humains sont meilleurs pour le moment. Donc, l'intelligence artificielle, dans les années 1940, peut-être que c'était faire des calculs à répétition. Parce que dans ce temps-là, les humains étaient meilleurs, puis là, ils ont développé des ordinateurs qui peuvent faire des calculs plus rapidement. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire qu'une calculatrice, ça a une intelligence artificielle. On repousse la limite constamment de ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est exactement pourquoi j'utilise le terme aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec l'analyse des protocoles académiques. C'est qu'en ce moment, les humains sont meilleurs, mais là, on pousse la science, puis j'espère que je vais vous convaincre que les machines sont probablement déjà meilleures, mais qui vont vraiment les surpasser de façon assez importante. Donc là, vous vous demandez, c'est probablement quoi l'apprentissage automatique? De un, peut-être que vous avez déjà entendu apprentissage machine ou machine learning. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de distinction entre les deux. L'apprentissage automatique, au fond, c'est une machine qui fait du sens dans les données. Donc, qui détecte des patrons automatiquement dans les données, puis qui peut prendre des décisions à partir de ces données-là éventuellement. Donc, c'est ça en termes vraiment simples. C'est vraiment, on donne des données à un ordinateur, puis on lui demande d'identifier des patrons dans ces données-là, puis éventuellement de les utiliser. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire des parallèles avec l'enseignement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en éducation aujourd'hui, que, au fond, c'est comme si on faisait de l'enseignement à la machine. C'est comme si la machine apprenait. Donc, par exemple, notre machine va avoir des algorithmes. Donc, je vais vous montrer des exemples dans quelques minutes. Un algorithme, c'est une série d'instructions qu'on donne à l'ordinateur. Mais si on regarde en éducation, c'est comme notre méthode d'enseignement. C'est la méthode d'enseignement qu'on utilise avec l'ordinateur. Donc, je peux utiliser une machine à vecteur de espace, une méthode d'enseignement. C'est une façon d'apprendre, au fond. Je pourrais utiliser des réseaux de neurones. C'est une façon d'apprendre. Donc, c'est la méthode d'enseignement que j'utilise avec ma machine. Donc, ça, c'est mon algorithme. Ensuite, j'ai mon modèle. Mon modèle, en gros, c'est mon apprenant. C'est que quand je peux donner une série de données à mon algorithme pour qu'il apprenne, il va développer un modèle. C'est le modèle, après ça, qui va prendre les décisions. Donc, je vais vous présenter des modèles aujourd'hui, en fait, que mon équipe a développés. Donc, c'est des modèles qui apprennent à répondre sur différents exemples. Ensuite, je vais vous parler d'échantillons. L'échantillon, c'est simplement les exemples que je donne à mon ordinateur pour l'entraîner. Donc, je vais entraîner mon modèle, là. Il faut que je donne des exemples. Donc, si je prends un exemple d'enfant, moi, je travaille avec des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. À l'origine, c'est mon expertise de recherche, là. Puis, lorsque je leur enseigne des mots de base, comme par exemple un chat, mais je vais leur montrer plusieurs exemples de chats parce que sinon, ils vont pas généraliser. Ils vont seulement connaître, si je leur montre un chat gris, ils vont penser que ça, c'est un chat. Mais si je leur montre un chat de couleur rousse, il ne saura pas que c'est un chat. Donc, il faut que je montre plusieurs exemples pour qu'ils apprennent à les différencier.
Mais c'est la même chose avec la machine, je vais lui donner un échantillon. La grosse différence entre la machine et l'être humain, puis j'aime bien le dire, parce que je suis passionné par l'apprentissage automatique, mais il y a quand même une faiblesse. Un enfant, si je veux y enseigner qu'est-ce qu'est un chat, je vais peut-être lui montrer 5 à 10 exemples de ce qu'est un chat. Même si avec une déficience intellectuelle ou avec de l'autisme, actuellement, 5 à 10, c'est suffisant. Avec une machine, je vais avoir besoin des centaines, si pas des milliers d'exemples de chats pour qu'ils puissent l'apprendre. Donc, ça demande beaucoup plus de données. Ensuite, à mon algorithme, je vais lui donner des caractéristiques. Donc, des caractéristiques, c'est vraiment avec quoi tu peux deviner que c'est un chat. Dans mon cas, ça va être les données du graphique du protocole acolique. Il va avoir aussi des étiquettes. Donc, je vais dire à la machine, c'est quoi la bonne réponse? Donc, je vais lui donner des graphiques. Je ne sais plus comment je fais ça tantôt. Je donne des graphiques. Puis après ça, lui, il doit me dire, y a-t-il un effet ou pas? Fait que quand je fais de l'apprentissage automatique supervisé, donc moi, quand j'entraîne les algorithmes, je lui donne à la fois le graphique puis la bonne réponse. Puis là, je lui dis, essaie de détecter un patron dans mes données pour être capable de deviner si un nouveau graphique le montre ou pas. Donc, je vais demander à ma machine, à mon ordinateur de faire des prédictions. C'est simplement un peu comme la réponse. C'est-à-dire, je donne un graphique puis il me dit, y a-t-il un changement ou pas dans le graphique? Le dernier est un peu moins important, j'en parlais pas beaucoup, mais c'est juste pour ceux qui s'intéresseraient à approfondir un peu. On a quelque chose qu'on appelle des hyperparamètres. C'est-à-dire que nos algorithmes, on peut modifier comment on les utilise. C'est un peu comme si je modifiais dans une méthode d'enseignement les paramètres d'enseignement. Donc, en résumé, vraiment, ce qu'on fait en apprentissage automatique, c'est que je vais donner à l'ordinateur ou à ma machine les graphiques, puis les bonnes réponses à ces graphiques-là. Puis une bonne réponse pour un graphique, je vais le répéter tantôt, mais c'est est-ce qu'il y a un changement ou il n'y a pas de changement? Donc, est-ce qu'il y a un effet ou il n'y a pas d'effet dans le graphique? Ou tantôt on parlait de relations fonctionnelles, mais on va l'appliquer sur des protocoles AB, fait que c'est pas toujours possible de le démontrer. Donc, je donne ça à l'ordinateur, je lui demande de détecter les patrons dans les données. Dernière étape, je lui montre des graphiques qu'il n'a jamais vus dans sa vie. Donc, je vérifie la généralisation, en gros. Je donne un graphique qu'il n'a jamais vu, puis je regarde s'il est capable de bien répondre. Donc, est-ce que la machine est capable de bien identifier s'il y a un changement ou pas dans des graphiques qu'elle n'a jamais vus auparavant? Fait que c'est vraiment juste ça le principe. Mathématiquement, je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas intéressés, mais il y a toutes sortes d'algorithmes qu'on peut utiliser. Puis je vais vous présenter quelques-uns. Pas besoin de se souvenir de tout ça. C'est juste pour vous montrer un peu les stratégies. Une façon de le faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une machine à vecteur de support. Je pourrais avoir des données qui sont séparées comme ça. Donc, ici, en noir, c'est une catégorie. Ici, les points ouverts blancs, c'est une autre catégorie. Si j'utilise des statistiques traditionnelles pour essayer de séparer ces données-là, donc les régressions notamment linéaires, je ne serai pas capable de passer une ligne droite. Okay? Je ne suis pas capable de séparer ces données-là avec des statistiques traditionnelles. Ce que je peux faire à la place, c'est ce qu'on appelle l'utilisation d'une machine à vecteur de support. Ce que ça fait, c'est que ça met les données dans une dimension plus élevée, puis ça me permet de les séparer. Donc là, je ne suis pas capable de les séparer avec une ligne droite, mais si je les mets dans une dimension plus élevée, je peux les séparer avec un plan. On appelle ça un hyperplan, quand c'est une dimension plus élevée. Donc, je peux les séparer avec un plan dans deux catégories distinctes. Donc, ma machine peut utiliser un algorithme qui permet de mettre un plan entre les données, ou un hyperplan quand tu as plus que deux dimensions, parce que j'ai juste deux dimensions. J'ai une dimension ici, une dimension ici, pour simplifier. Là. Mais tantôt, je vais avoir 8 caractéristiques. Donc, c'est dans des dimensions plus élevées que je ne peux pas imaginer visuellement. Un deuxième type d'algorithme qui peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle une forêt randomisée. Une forêt randomisée, en fait, c'est que l'algorithme va échantillonner les données. Fait que dans notre cas, c'est les graphiques, encore une fois. Fait que ça échantillonne l'ensemble des données. Ça prend un échantillon un petit peu plus petit. Puis, ça essaie de créer un arbre décisionnel avec chaque caractéristique
pour bien classifier ou catégoriser chacun des graphiques. Donc, ça crée plusieurs arbres comme ça. Ça va créer avec des sous-échantillons. Donc, ça produit des arbres puis des arbres. C'est ça qu'on appelle ça une forêt. Puis, à la fin, quand on lui donne des nouvelles données qu'il n'a jamais vues, un nouveau graphique, mais il va prendre ces données-là, ces arbres-là, puis il va passer les données dans chaque arbre. On va dire qu'il y a 100 arbres. Puis il va prendre celui qui donne la réponse la plus commune. Encore une fois, notre réponse, c'est quoi? Notre étiquette, c'est est-ce qu'il y a un changement ou pas? Donc, c'est vraiment le principe. Puis ce sont des méthodes qui sont quand même efficaces, surtout quand on entraîne avec moins de données. Donc, notamment ce qu'on a fait dans le cadre du projet de recherche. Des projets, je vais recommencer. Dans le cadre de certains projets de recherche que je vais vous montrer. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode des voisins les plus proches. Donc, la méthode des voisins les plus proches ou des cas voisins les plus proches, c'est assez simple. On met les données du graphique dans un espace multidimensionnel. Dans mon cas ici, j'ai juste 2 dimensions. Mais habituellement, c'est un espace avec multiples dimensions. Puis après ça, j'ai un nouveau point qui vient ici, qui a ces caractéristiques-là. Puis là, je regarde c'est quels les autres points les plus proches, puis je donne la même valeur. Fait que dans ce cas-là, si je prends les 3 points les plus proches, le point vert tomberait dans la catégorie rouge. Si je prends les 5 points les plus proches, la majorité des 5 points les plus proches, c'est les bleus, fait qu'ils tomberaient dans la catégorie bleue. Si je prends je sais pas j'ai combien de points, là c'est 5, si je prends les 11 points les plus proches, mais là, mon cercle serait plus gros, puis à ce moment-là, il tomberait dans la catégorie bleue parce que j'ai 6 bleus puis 5 rouges. Donc, c'est vraiment juste une façon de regarder c'est lesquels qui ressemblent le plus, puis on met. C'est comme ça que c'est la méthode initiale que Netflix utilisait pour nous garder devant notre télé. Là, maintenant, ils utilisent d'autres algorithmes, mais ils utilisaient les voisins les plus proches. Ils regardaient qu'est-ce que les gens similaires à nous regardaient aussi, puis après ça, ils utilisaient une méthode similaire pour pouvoir identifier qu'est-ce qui nous regarderait devant notre télé le plus longtemps. Le dernier, et non le moindre, c'est les réseaux de neurones. Je ne sais pas, en France, vous en entendez beaucoup parler, mais au Québec, il n'y a pas une journée où est-ce qu'il n'y a pas un article sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine dans les médias. Là. Mais quand on parle des avancées récentes, comme du chat GPT, de DALL-E, celui qui faisait les images tantôt, on parle habituellement de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, l'avantage, c'est que ça peut prendre beaucoup de données, puis les transformer rapidement. Le principe de base, là, c'est que tu lui donnes les données. Fait que ça, c'est les caractéristiques, par exemple, de mon graphique AAB. Après ça, ça le multiplie par des matrices, puis ça a des fonctions d'activation pour faire du non-linéaire. Puis ça te donne une prédiction au bout de la ligne. Fait que c'est vraiment de l'algèbre linéaire. Là. C'est vraiment une matrice qui rentre, c'est les multiplications qui se font, ça donne une réponse. Au début, ces couches-là sont randomisées. Fait que c'est des valeurs aléatoires. Ce que ça fait, c'est qu'il te fait une prédiction. Après ça, il compare la prédiction à la vraie réponse. Puis une fois que c'est fait, il ajuste ici ce qu'on appelle les poids dans les couches cachées pour améliorer la future prédiction. Puis ça se répète comme ça, c'est comme une boucle. Jusqu'à ce que ça permet de prédire le mieux possible ce qu'on essaie de prédire. L'important quand on fait ça, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop parfait, parce que si on entraîne un modèle seulement sur une série de données, puis qu'on essaie de réduire tous les erreurs, il risque de ne pas être capable de généraliser à d'autres séries de données. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle une validation croisée. Je vais vous en parler à la prochaine diapositive. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 études. Ils ont toutes été faites dans mon laboratoire. Pourquoi? Parce que je suis un des seuls qui fait l'apprentissage automatique. J'aurais aimé ça vous en présenter d'autres pour l'analyse des protocoles aconiques. Donc,
c'est ici que je vais vous expliquer c'est quoi la validation croisée, parce que dans toutes les études, on a utilisé, la majorité, on a utilisé de la validation croisée. La validation croisée, c'est le principe que j'entraîne mes modèles d'intelligence artificielle sur une série de données, mais je les teste sur une série de données différentes pour montrer la généralisation. Parce que c'est un peu comme l'enfant autiste dont je parlais tantôt. S'il est juste capable d'identifier un chat sur une image qu'il a déjà vue, c'est facile. Mon objectif pour l'enfant autiste, c'est qu'il soit capable d'identifier l'image ou un chat qui marche sur la rue. C'est la même chose avec ça. Je veux pas qu'il soit capable de reconnaître les graphiques que j'ai utilisés lors de l'enseignement. En fait, oui, je veux, mais c'est pas ça l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est qu'il soit capable de reconnaître des graphiques, de bien catégoriser de bien catégoriser ou classifier des graphiques qu'il n'a jamais vus auparavant. C'est vraiment, on a vraiment fait une série d'études pour regarder comment on pouvait améliorer ces algorithmes-là, comment ils se comparaient aux êtres humains. Puis c'est ce que je vais vous présenter. Donc, les trois premières études regardent les protocoles AB, donc quasi expérimentaux. L'ANOVA et Bailey regardent les protocoles à niveau de base multiple. Puis Heng et l'ANOVA, qui n'est pas publié celui-là, présente un protocole alternance. Je vous rassure aussi, je vais répondre à une question qui a été posée tantôt parce que c'était vraiment intéressant, ça me vient en tête à ce moment-ci. Je vous rassure, oui, on peut publier des cas uniques. C'est quelqu'un qui a posé la question tantôt. Moi, j'ai publié, comme je dis, tous les cas dans des dizaines de revues différentes. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, oui, définitivement. Puis ça, c'est des exemples aussi d'études où est-ce qu'on regarde des méthodes à cas unique qui ont été publiées. Certaines dans des excellentes revues, notamment l'ANOVA et Bailey, qui est dans Psychological Methods, qui est comme une des meilleures revues en psychologie. C'est un petit peu plus difficile dans le monde médical, ça vous touche un peu moins. C'est plus facile dans le monde de l'éducation, c'est là que c'est plus répandu. Dans le monde médical, ils appellent ça des N-of-1 trials, donc des essais randomisés à 1, je pense, en français. Mais en gros, c'est exactement le même principe. Là. C'est juste que on fait souvent la blague, nous, ceux qui font des protocoles à cas unique depuis longtemps, que les médecins ne voulaient pas réutiliser les mêmes mots que nous parce qu'ils ne voulaient pas prendre quelque chose qui venait de la psychologie. Là. Mais au fond, c'est le même principe. Donc, la première étude que j'ai faite sur le sujet, que mon équipe, en fait, il ne faut pas que je prenne le crédit parce qu'on travaille vraiment en équipe là-dessus, c'est une étude sur utiliser des protocoles AB. Donc, on voulait vraiment voir dans ce cas-là, dans cet exemple-là, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle ou d'algorithmes d'apprentissage automatique peut améliorer peut être utilisé pour prendre des décisions sur des graphiques AB. Donc, vous vous rappelez, le graphique AB a juste deux phases, A et B, donc niveau de base et intervention. Donc, ce qu'on a fait, mais c'est que on a extrait, c'est environ 1070 graphiques, pas environ, en fait exactement 1070 graphiques de protocoles à renversement ou à inversement publiés ou ABAB, là, publiés dans des thèses, puis des thèses et des dissertations. Donc, on a extrait 1070 graphiques. Ensuite, moi, j'ai visionné ces 1070 graphiques-là et je les ai catégorisés. Est-ce qu'ils montrent un changement ou pas? Je sais ce que vous pensez, ça a dû être long, oui. C'est très long et ennuyant. Je pense que ça m'a pris environ 4 heures à juste avoir 1000 graphiques et à regarder, y a-t-il un changement sur celui-là, y en a-t-il un sur l'autre. Donc, j'ai catégorisé ces 1000 graphiques-là. Ensuite, on les a séparés. Donc, j'en ai enlevé quelques-uns pour mettre dans mon ensemble test pour lesquels je n'ai pas entraîné les algorithmes. Je vous rappelle ce que je disais tantôt. Faut pas que j'utilise les mêmes graphiques pour tester que pour entraîner mon modèle. Donc, j'en ai gardé certains pour entraîner mon modèle, d'autres pour le tester. Comment j'ai entraîné mes modèles? Mais chaque graphique AB a des longueurs différentes. Fait que je ne pouvais pas prendre les valeurs du graphique puis les mettre dans l'algorithme.
c'était pas quelque chose que je pouvais faire parce que sinon, des fois, j'aurais eu 20 points, d'autres fois, j'en aurais eu 10, puis les algorithmes ne marchent pas comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque graphique, on a extrait la moyenne de la phase A, la moyenne de la phase B, l'écart type de la phase A, l'écart type de la phase B, l'intercept de la phase A, la pente de la phase A, l'intercept de la phase B, puis la pente de la phase B. Pourquoi on a choisi ceux-là? Mais la moyenne, c'est tantôt, on vous expliquait comment on analysait visuellement les graphiques, là. La moyenne, ça représente le niveau. L'écart type, ça représente la variabilité. L'intercept, c'est est-ce que le changement est immédiat ou graduel. Puis aussi l'endroit où il commence. Puis le dernier, c'était la pente, donc les tendances dans les données. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Donc, on s'est dit, puis il faut que je sois honnête, là, c'est la première étude là-dessus, fait qu'on a choisi un peu arbitrairement. Puis on s'est dit, on va les appliquer. Puis on va essayer de regarder un paquet d'algorithmes, dont un qui est une méthode qui s'appelle le double critère. Donc, le double critère, c'est une méthode d'analyse visuelle, mais structurée, où est-ce qu'on utilise une droite puis la tendance, puis on compte le nombre de points qui tombent au-dessus des deux droites pour voir s'il y a un changement significatif. C'est l'étalon d'or en ce moment. En fait, c'est la méthode la plus utilisée dans la littérature. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de comparer avec ça. Donc, ça, c'est pas d'intelligence artificielle, c'est juste tu traces deux droites, tu regardes le nombre de points qui tombent en haut, puis tu compares ton résultat avec celui avec la distribution une distribution qu'on appelle binomiale. Fait que nous, on a décidé, on va comparer l'intelligence artificielle ou nos algorithmes d'apprentissage automatique, en fait, on va les comparer avec la méthode du double critère et l'objectif, c'était d'améliorer l'algorithme, d'améliorer la précision. Là, je vais vous parler de deux choses. On va parler, il y a l'erreur de type 1. Donc, l'erreur de type 1, c'est important à savoir, l'erreur de type 1, c'est quand ça s'appelle un faux positif. C'est-à-dire qu'un graphique conclut qu'il y a un effet quand il n'y en a pas. Okay? Ça, c'est un faux positif, c'est-à-dire que tu conclus que dans le graphique, il y a eu un changement dans le comportement, mais en fait, dans la réalité, il n'y en a pas. L'autre mesure que je vais vous présenter beaucoup, c'est la puissance. La puissance, c'est la probabilité de détecter un effet qui est réellement là. Donc, ça, on veut que ça soit le plus élevé possible. Donc, le but, là, quand on va regarder les données, c'est d'avoir une erreur de type 1 le plus bas possible, puis une puissance la plus élevée possible. Puis, il va aussi avoir une mesure de précision ou accuracy, qui est juste le nombre de graphiques sur lequel c'était d'accord. OK? Donc, voici certaines de nos données. On va juste regarder la colonne ici pour aujourd'hui. Ça, c'est la méthode que les gens utilisent habituellement, la méthode du double critère. Dans 87% des cas, c'était d'accord avec ma catégorisation à moi, okay? Sur des graphiques non simulés. Ici, ce qu'on appelle, ça c'est juste une régression logistique. Ça, c'est notre machine à vecteur de support. Ça, c'est notre forêt randomisée. Puis ça, c'est notre réseau neuronal. Donc, dans tous les cas, ça performait mieux que la méthode du double critère. Ou ça a été en accord avec moi plus souvent que la méthode du double critère. Le problème, c'est que quand tu utilises des données non simulées, on peut jamais savoir s'il y a réellement un effet. Fait qu'on a refait notre analyse avec des erreurs de type 1 puis la puissance sur des graphiques simulés à la place. Puis ce qu'on voit, c'est que sur les graphiques simulés, la méthode du double critère était un peu mieux. L'erreur de type 1 à 0.6, c'est raisonnable. Une puissance de 88, c'est quand même raisonnable. Mais regardez les algorithmes d'intelligence artificielle. 0.95, 0.94 au total. Erreur de type 1 similaire. Donc, ils font autant de faux positifs que l'humain. Le problème avec l'analyse visuelle, c'est pas, que la méthode du double critère. Le problème avec le double critère, c'est sa puissance. Donc, ça détecte pas toujours des effets qui sont là. Fait que c'est beaucoup plus élevé ici avec la méthode, avec les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est notre première étude. On a vraiment comparé avec la méthode du double critère. La critique qu'on a reçue suite à la publication de cette étude-là,
c'est oui, Marc, c'est bien correct, c'est meilleur que le double critère, mais c'est pas meilleur qu'un être humain, c'est impossible. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'était vraiment un enjeu. Fait qu'on a fait la prochaine étape logique pour l'étude qui a suivi. Et je viens de me rendre compte, je n'ai même pas mis la bonne année. C'est 2021. On a dit, mais on va comparer avec des gens qui font de l'analyse visuelle. Donc, j'ai recruté 5 experts. Ces 5 experts-là avaient toute une formation, donc ils avaient tous suivi un cours de 45 heures universitaires. Je ne sais pas c'est combien d'unités, mais pour nous, c'est 3 crédits. 3 crédits universitaires sur les protocoles académiques, avaient tous des doctorats et avaient pour la majorité publié des études académiques. Donc, on a vraiment été chercher ce qui était, à notre avis, les meilleures analyses visuelles possibles. Donc, on a pris ces 100 experts-là, puis on les a payés plusieurs centaines de dollars pour qu'ils analysent 1024 graphiques. Donc, on leur demandait, mais voici 1024 graphiques. Pouvez-vous nous dire dans chaque graphique s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet? Puis voici les caractéristiques générales de ces graphiques-là. Là. En gros, il y en avait, certains avaient 3 points dans la phase A, certains avaient 5 points, certains avaient 5 points dans la phase B, 10 points dans la phase B, parce qu'habituellement, la phase B est un petit peu plus longue. On a mis ce qu'on appelle de l'autocorrélation, parce que ces données peuvent être autocorrélées. Ça, c'est, en gros, c'est quand les points sont corrélés avec ceux qui le précèdent. On a mis des tendances, donc des pentes. On a joué avec la variabilité, puis on a mis des effets, donc différentes tailles d'effets qui variaient de 1 à 5, puis on leur a dit, eux, il fallait simplement qu'ils catégorisent chaque graphique, est-ce que c'était un 1, donc un changement dans le graphique, ou un 0, je pense qu'il n'y a pas d'effet dans le changement. Puis nous, on sait c'est lesquels qui ont des effets, parce que c'est nous qui programmons. Pour l'intelligence artificielle, on a pris nos 2 meilleurs algorithmes de l'étude précédente, donc le SGD puis le Support Vector Machine, donc la régression logistique puis la machine à vecteur de support, pour produire des nouveaux modèles. Donc, ce n'étaient pas les mêmes modèles que dans l'étude précédente, c'était des modèles qui ont été entraînés sur des données simulées. Dans le précédent, les données avaient été simulées. En fait, c'était moi qui l'avais entraîné. Donc, c'était comme s'il répondait similaire à moi. Tandis que dans ce cas-là, il est encore meilleur, à mon avis, parce qu'il utilisait des données simulées pour s'entraîner lui-même. Donc, on lui a donné des centaines de milliers de graphiques pour faire l'entraînement. Ce qu'on a trouvé, c'est les résultats suivants. Puis je vais y aller. La première chose à regarder ici, ça, c'est l'accord entre les différents experts. Donc, l'expert A était d'accord 61% du temps avec l'expert B, 59 avec l'expert C, 79 avec l'expert D, 69 avec l'expert E. J'espère que ça vous préoccupe déjà de voir ça. C'est-à-dire que l'analyse visuelle n'est pas toujours fiable. Même 2 experts qui sont reconnus, qui ont publié là-dedans, ne sont pas toujours d'accord s'il y a un effet ou pas. Ici, c'est un peu mieux avec l'expert B, 86, 79, 79, 75, 78, 80, 82. Donc, en moyenne, l'accord ici n'était pas optimal. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas noté ma moyenne ici, mais il me semble que c'était autour de 75% que les experts étaient d'accord entre eux. Puis ça, c'est par rapport à la vraie valeur. À quelle fréquence ils arrivaient à deviner la vraie valeur des graphiques? Notre meilleure analyse visuelle, nos 2 meilleurs, A et B, arrivaient à deviner la bonne valeur dans 74% des cas. Notre méthode du doute de critères, elle était 73, ça qu'elle était comme les experts visuels. Mais regardez nos 2 algorithmes d'intelligence artificielle ici. 77 puis 81. Donc, il était beaucoup mieux que nos observateurs visuels. Donc, ici, le but de l'étude, c'était vraiment de montrer est-ce que les observateurs visuels performent mieux que les algorithmes d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique. Et non, c'est les apprentissages automatiques qui devinaient le plus souvent la bonne fréquence. Puis ça, c'est un graphique qui montre l'erreur de type 1 et la puissance. Je vous rappelle, l'erreur de type 1 doit être le plus bas possible, la puissance le plus haut possible. J'espère que vous voyez le problème tout de suite avec l'observateur humain. A, B, C, D, E sont là. Celui qui a le plus de puissance, ce qui est bon, fait le plus d'erreurs de type 1, ce qui est mauvais. Ceux qui font le moins d'erreurs de type 1
ont aussi le moins de puissance, ce qui est mauvais. L'avantage de l'apprentissage automatique, c'est que ça balance ou équilibre les deux. Donc, ça arrive à avoir un bon équilibre entre les erreurs de type 1 puis la puissance que l'être humain a beaucoup de problèmes à faire. Donc, on a poursuivi notre série d'études en regardant, mais c'est quoi la différence entre l'être humain et le même modèle qu'on a développé ici, là, le SVC. Donc, ce modèle-là, on l'a repris puis on l'a appliqué à des données cliniques. Parce que les gens voulaient voir, mais en clinique, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est pas cohérent entre les deux? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié 5 nouveaux experts. On a pris 198 graphiques qui provenaient d'une clinique pédiatrique d'alimentation. Puis on a regardé, mais à quel point les différentes méthodes étaient d'accord entre elles. Puis c'était 5 nouveaux experts, mais c'est un peu le même principe sous-jacent. On comparait, est-ce que c'était des résultats similaires ou pas. Puis ce qu'on a trouvé, mais c'est que ça, c'est l'accord entre les experts, donc 79, 80, 83. Donc, c'était un peu mieux que l'autre étude quand même, parce que les graphiques cliniques sont souvent plus faciles à interpréter. Pourquoi ils sont plus faciles? Parce que habituellement, les changements, du moins dans mon champ d'expertise en analyse du comportement, sont très grands. Puis, tu vas avoir aussi des fois, tu sais, comme là, c'était des enfants qu'on leur enseignait à manger. Donc, c'est des enfants qui ont un gavage parce qu'ils mangent pas du tout. Donc, souvent, le niveau de base, c'est ils mangent 0 cuillerée, puis après ça, ça augmente. Donc, veux pas, ça fait un saut. Puis, on a pu voir que notre méthode, nos algorithmes d'intelligence artificielle sont quand même en accord avec les humains à peu plus que 85% du temps, ou autour de 85, je dirais. Donc, puis les experts sont d'accord entre eux à peu près le même niveau, au même niveau. Donc, ça offre du soutien supplémentaire pour l'approche. On voulait voir où est-ce que les experts se différenciaient, par exemple, de l'algorithme d'intelligence artificielle ici. Puis c'est principalement, ils sont plus en désaccord quand il y a des effets, ce qui est logique. On l'a vu plus tôt. Quand il y a des effets qui sont moins évidents ou moins clairs, l'humain va avoir, la plupart des observateurs avec lesquels on travaille vont avoir tendance à être plus conservateurs que l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était juste pour ajouter sur la littérature qu'on avait déjà commencé à développer pour montrer que, mais écoutez, c'est pas si différent que l'humain là, parce que dans certains domaines, dont l'analyse du comportement, là, il y a encore beaucoup de résistance à l'utilisation de statistiques. Tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question justement quel test statistique que je devrais utiliser. Si tu publies dans une revue comportementale, la réponse c'est aucun. Ils n'aiment pas ça, ils veulent pas ça, ils disent que l'analyse visuelle devrait être suffisante. Mais les résultats de recherche suggèrent, comme je vous disais, l'accord même entre deux experts, dépasse rarement 80-85%, ce qui est un problème. Imaginez, vous alliez chez votre oncologue, un médecin pour le cancer, puis que 15% du temps, il n'était pas d'accord avec un autre médecin si tu avais un cancer ou pas. Moi, je serais vraiment préoccupé. Mais c'est ce qu'on fait en ce moment avec les cliniques. C'est qu'on n'est pas toujours d'accord entre nous, puis c'est à cause des enjeux. Là, je vous ai montré des exemples avec un protocole quasi expérimental. On a fait des études pour les appliquer à d'autres types de protocoles. Donc, la première application que je vais vous montrer à des protocoles expérimentaux, c'est pour les niveaux de base multiples. Donc, on a montré aux gens, on a écrit un tutoriel pour comment tu peux appliquer le tout à ça. Donc, on a fait ça avec des niveaux de base multiples avec 3 panneaux. Puis chaque panneau avait 8 caractéristiques. Donc, les 4 caractéristiques de la phase A que je vous ai montré tantôt, les 4 caractéristiques de la phase B, ça fait 8 par panneau. Puis 8 fois 3, ça nous donne 24. Après ça, il y avait une couche de neurones à 12 au milieu. Puis à la fin, ça nous disait s'il y avait un effet ou pas dans le graphique. Donc, on a entraîné nos modèles, encore une fois, sur des graphiques simulés. Puis après ça, on l'a testé sur un ensemble de données qu'on avait déjà publiées dans le passé, puis aussi un ensemble de données simulées.
Puis encore une fois, on a comparé au double critère parce que c'est ce qu'on a de mieux pour comparer, puis aussi avec des analyses visuelles. Donc, voici la précision 95 sur les graphiques simulés. Le double critère est à 82. L'erreur de type 1 est similaire. Encore une fois, c'est la puissance, l'avantage. S'il y a une chose à souligner aujourd'hui, c'est que l'analyse visuelle et les autres méthodes sont quand même bonnes pour contrôler les erreurs de type 1 et ont de la difficulté à aller chercher de la puissance. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire qu'un graphique va montrer un effet, mais l'analyse visuelle ou la méthode du double critère va conclure qu'il n'y en a pas. Après ça, on a répété sur une série de données où on avait des analystes visuels. Puis on a vu que même par rapport à l'analyse visuelle, on a 98%, 91%. L'erreur de type 1 est similaire. La différence, encore une fois, est dans la puissance. Donc, on augmente la puissance en utilisant l'analyse avec l'apprentissage automatique. Finalement, on l'a essayé aussi avec les protocoles avec alternance. Donc, on a simulé 1 200 000 séries de données. Oui, c'est beaucoup. Puis, on a comparé, on a fait un autre réseau de neurones. Donc, il y avait juste 8 caractéristiques, 4 neurones au milieu, puis une sortie. Puis, on a comparé 4 méthodes. Je vous les décrirai pas en détail, là, mais il y a la méthode ALIV qui a été développée, justement, quelqu'un avait nommé Manolov plutôt, c'est Manolov qui avait suggéré ça. Il y a une méthode d'analyse visuelle que mon équipe et moi avons développée qui s'appelle Visual Structured Criterion. Puis il y a une troisième méthode qui s'appelle le ratio de distance, puis notre réseau neuronal. Puis on l'a testé sur 350 000 graphiques. Okay? Puis ce qu'on a trouvé, c'est les résultats suivants. Ça, c'est la méthode d'analyse avec l'apprentissage automatique. Ça, c'est les autres types de statistiques. Puis ça, c'est le nombre de points qu'on a. 10, 12, 14, 16, 18, 20. La première méthode, ça identifie la bonne effet d'environ 68% des cas. La deuxième, proposée par Manolov, plus il y a de points, mieux c'est. On voit une tendance, à peu près 70% du temps. La méthode que moi, j'ai développée n'a pas performé super bien, autour de 65, excusez-moi, 67-8% du temps, détectait les bons effets. Mais l'intelligence artificielle est vraiment ce que lui qui faisait le mieux. Il était toujours au-dessus de 70, peu importe le nombre de points, très près de 75 même. Puis ici, on compare attentivement. On va voir que un des avantages, c'est vraiment le bon contrôle de la puissance par rapport aux autres. Puis ça, même quand tu n'as pas beaucoup de points. Ça peut sembler peu élevé, 71, 72 versus 90, mais les graphiques qu'on utilise dans ces études-là ont des petites tailles d'effets souvent, fait qu'ils sont difficiles à détecter. Je vais vous montrer juste un autre graphique de la même étude pour faire ce point-là. Là. Voici la puissance. C'est une taille d'effet de 1, ce qui est peu commun en cas unique. Là. Actuellement, c'est plus élevé que ça. Le meilleur, il a un N à 47. Si on augmente à une taille d'effet de 2, on monte à 93. À 3, on les détecte toutes. Tous déjà. Puis la plupart des méthodes sont quand même assez bien. La difficulté, c'est vraiment quand les tailles d'effets sont pas très élevées. Là. Donc, l'avantage, c'est surtout quand on arrive à des tailles d'effets de 1.5, 2, que là, notre méthode arrive à bien les détecter. Donc, c'est quoi les bénéfices d'utiliser l'intelligence artificielle? Je suis allé un peu plus vite parce que je sais qu'on avait du retard. La première, mais j'aime bien, ça c'est un mème qui est populaire aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est « Attends quoi? L'analyse visuelle n'est pas toujours fiable. » Malheureusement, non. Il y a 3 L par accident, je m'excuse. C'est pas toujours fiable. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique en complément à l'analyse visuelle pour diminuer la probabilité d'erreur? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent. L'autre avantage, c'est que ça permet de détecter des patrons qui sont non linéaires, si on compare par exemple aux statistiques traditionnelles. Donc, ça permet de mieux séparer
les données. Un autre avantage de la machine, c'est qu'elle n'est jamais fatiguée. Tu sais, parce que quand on analyse les données, là, on peut les analyser différemment. Si on est fatigué, que si on n'est pas fatigué, ça peut avoir un impact énorme sur notre jugement clinique. Mais les machines, contrairement à la machine Bender ici de Futurama, se fatiguent jamais pour toujours prendre la bonne décision. Ça pourrait améliorer notre précision des données, puis la précision des types de décisions qu'on va prendre. Est-ce que l'apprentissage automatique est parfait? Non, non, non. Des fois, ça va prendre des décisions vraiment, j'ai pas d'autres mots que stupides, j'en ai vu un hier, justement. J'avais le goût de vous dessiner le graphique, là. Il y avait un graphique qui avait clairement un effet dedans, il n'y avait aucun doute, là. Puis mon algorithme m'a dit qu'il n'y avait pas d'effet. C'est un peu l'équivalent de ça. C'est le médecin qui dit tu es enceinte à cet homme-là. Évidemment, cet homme-là ne peut pas être enceinte, il utilise la méthode du calendrier depuis des années. Donc, évidemment, vous comprenez que c'est un homme ne peut pas être enceinte. Donc, des fois, ça va prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises dans le passé, mais la machine va le prendre. L'autre chose qu'il faut être prudent, c'est que des fois, on va entraîner nos données sur des graphiques simulés parce que c'est ça qui est plus facile, mais ça ne s'adaptera peut-être pas aussi bien à des graphiques non simulés. Donc, on appelle ça, puis là, je m'excuse pour l'expression anglaise, du overfitting. C'est-à-dire qu'il faut être prudent quand on fait ce type d'entraînement-là. L'autre limite, ou quelque chose que je mets toujours mise en garde, j'aime bien cette petite bande dessinée-là. En gros, ça dit notre domaine a des problèmes, a de la difficulté avec ce problème depuis des années. L'informaticien arrive, il dit il n'y a plus de problème, je vais les régler avec mes algorithmes. 6 mois plus tard, wow, ton problème était plus complexe que je pensais. Donc, c'est pas une solution à tout. Le problème est plus complexe qu'en a l'air, puis il faut être prudent. L'autre enjeu que je suis en train de régler, en fait, c'est que moi, je suis capable d'appliquer les algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique. Ça me prend 30 secondes à utiliser le langage Python, c'est un langage de codage, pour me donner mes données. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, par exemple en éducation, vous n'avez pas nécessairement la formation pour les appliquer. Donc, comment est-ce que vous pourriez utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions sur vos données? Donc, c'est vraiment un gros problème. Puis, on est en train de résoudre ce problème-là. Je suis en train de développer avec mon équipe une application mobile qui s'appelle Thaddeus, où est-ce que les gens vont pouvoir rentrer leurs données, puis ça va leur dire est-ce qu'il y a un changement ou pas dans les données. Parce qu'en ce moment, l'utilisation de l'apprentissage automatique est limitée aux chercheurs qui s'y connaissent en programmation parce qu'il faut programmer le code pour pouvoir générer une décision. Mais avec notre nouvelle application mobile, ça va permettre à n'importe qui de rentrer ses données, puis avec l'intelligence artificielle qui va lui dire oui, il y a un changement, ou non, il n'y a pas de changement quand même, sans avoir à connaître rien de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un clé en main. C'est-à-dire, tu mets tes données, ça te dit, selon l'algorithme d'intelligence artificielle, la probabilité qu'il y ait un changement significatif est de 95%. Donc, c'est ce qu'on développe parce que c'est la plus grosse limite, à mon avis, de la recherche en ce moment. C'est que, mis à part moi, puis quelques personnes qui essaient de reproduire nos travaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la formation pour le faire. Donc, je vais finir par remercier le Fonds de recherche Santé du Québec parce qu'il paye une partie de mon salaire pendant que je fais ces études-là. Puis, je vais vous laisser sur ce petit comique-là que j'aime bien et qui me fait toujours penser aux travaux qu'on fait. Donc, je vous remercie, puis je pense qu'on va avoir le temps pour des questions. Merci.